Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jeudi soir, ici même dans Ça fait débat juste après le journal. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, je vous en remercie. Vous pouvez commenter, réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, CF débat. Nous allons tenter de commenter, décrypter, analyser cette actualité qui a été riche, dense. Allez, au sommaire de cette première partie de cette émission, libération des otages au Niger. Doit-on négocier absolument la libération des otages? Doit-on verser des rançons et annoncer surtout le montant? On parle de 20 à 25 millions. Le président du Niger a-t-il joué un rôle crucial? Et puis Marine Le Pen, elle ressurgit, elle parle de la barbe et puis de l'habillement qui est étrange. On en parle tout à l'heure. RDC, l'assaut du camp, l'assaut final. Le Rwanda doit-il obliger le M23 à se désarmer? On en parle. La Tunisie, ça va très mal. Le parti Ennahda est-il en disgrâce? Remportera-t-il les futurs scrutins? Et puis des attentats. On en parle. Est-ce que le tourisme, vise-t-il le terrorisme vise-t-il le tourisme? Et on finira avec les propos racistes en direction de Taubira. Un représentant politique peut-il se permettre de tels écarts sans sanction? Même s'il appartient au Front National, la France est-elle un pays raciste? Je sens que ça va polémiquer tout à l'heure dans cette émission. Et enfin, on finira avec notre invité aujourd'hui en seconde partie de cette émission. Et la dernière ligne droite, nous recevons le président du Conseil national, le président des forces révolutionnaires pour la démocratie en Centrafrique, qui s'appelle Nelson Tadjia. Il sera notre invité tout à l'heure en seconde partie de cette émission. Vous le savez, le dicton n'a pas changé et on y tient absolument. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti! Allez, pour commenter l'actualité, vous savez, autour de ce joli plateau, ça manque de femmes. En tout cas, c'est celles qui nous regardent surtout. Vous pouvez nous écrire un mail. Vous êtes toujours les bienvenus si vous avez envie de commenter l'actualité, dit-il. En hochant sa tête, notre ami Gabriel Mbarga. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Adil. Journaliste à Télé Sud. Comment ça va? Ça va très bien. Enfin, pour commenter l'actu. J'aime de plus en plus mes amis avec qui je débat. Eh bien, tant mieux, puisqu'en face de vous, vous avez John Haïté Dossavi, qui est le président de la RAPE, qui est journaliste radio. Bonsoir John. Bonsoir Adil. Tout va bien? Je suis bien et merci. Content d'être là. Super, en tout cas merci. Nous aussi nous sommes très heureux que vous soyez avec nous à ses côtés. C'est votre première d'ailleurs, Mourad Ghazli, véritable acteur économique, un militant et puis surtout, je peux vous dire, une sacrée grande gueule. Je peux me permettre cela ou pas? Non, c'est dans mon ADN, j'assume. Vous assumez. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Allez messieurs, on va commencer, on va parler de cette actualité récente. Il y a quelques heures à peine, nous parlons de la libération des ex-otages et puis des otages tout court au Niger. Ce que je vous propose, avant de commenter cette actualité, de regarder ce sujet proposé par la rédaction de Télé Sud. Et on revient tout de suite ici, sur ce même plateau, dans Ça fait débat. Regardez. François Hollande, les sourires aux lèvres. Nous sommes mardi à Bratislava, en Slovaquie, où le président français est en visite officielle. Il vient juste d'annoncer la bonne nouvelle aux familles des otages par téléphone, puis l'annonce solennelle. Je viens d'apprendre par le président du Niger, M. Issoufou, que nos 4 otages du Sahel, ceux que l'on appelle les otages d'Arlit, viennent d'être libérés. En début de soirée, on découvre alors les premières images des ex-otages. Ils viennent d'arriver à l'aéroport de Niamey à bord d'un hélicoptère de l'armée nigérienne en provenance du Nord Mali, où ils étaient toujours en détention. Le Niger s'est employé à créer les conditions de leur libération. Aujourd'hui, c'est chose faite, on s'en félicite. En France, c'est l'euphorie des familles. Leur calvaire prend fin ce mardi 29 octobre. 1138. Et c'est terminé. Il n'y aura pas de 1139. C'est oui. Mais il faudra encore attendre quelques heures pour voir et toucher Daniel Laribe, Marc Ferré, Pierre Legrand et Thierry Dolle. Après avoir passé leur première nuit libre à la présidence nigérienne, les 4 anciens otages sont arrivés ce mercredi matin à Paris. Un grand moment d'émotion et de retrouvailles. 3 ans dans les déserts, une longue épreuve. Même si les otages ont aujourd'hui le sourire aux lèvres, l'étape de la reconstruction s'annonce, elle, très difficile. Messieurs, ma première question. Pourquoi attendre 3 ans avant de payer une rançon? Ou pourquoi attendre 3 ans pour la libération de ces otages, de ces ex-otages? Mourad Ghazli. Oui, j'ai tout entendu là-dessus en disant s'il fallait payer, pourquoi on n'a pas payé avant? Bon, franchement, c'est une question con, il faut être clair. Pourquoi c'est une question con? Non, elle est légitime, c'est vrai, pourquoi on n'aurait pas pu payer avant? Je vais y répondre. S'il demandait 120 millions il y a 3 ans,
et qu'aujourd'hui l'ardoise est de 20 millions et que la France, ou à travers Areva ou un autre sponsor, ne pouvait disposer que de cette somme ou ne voulait mettre que cette somme-là, voilà, on a attendu 3 ans peut-être pour arriver à ce montant-là. D'après ce qu'on dit, puisque tout le monde parle, mais sans forcément avoir les éléments matériels pour pouvoir justement en faire débat, on ne sait pas le montant de départ qui était demandé. En général, il y en a qui parlaient de 20 millions par personne. On était sur 100 millions. Donc vous ne posez pas la question de savoir pourquoi ils ont donné 20 millions, alors que pourquoi ils n'ont pas donné 20 millions il y a 3 ans. Ça, c'est le premier fait. Mais avant d'arriver sur le paiement... Attention, je vous dirai tout à l'heure, parce que les Nigériens, justement, contredisent la version française. Oui, c'est là où donc, ça fait débat. C'est là où ça fait polémique. Donc, et ça balance voilà. pas Maintenant, mal. Hein. la vraie question, elle est claire. Quelle est cette vraie question ? Aujourd'hui, on a une ligne dans le monde avec 2 types d'attitudes. Nous avons l'Algérie et la Russie. Ils ne discutent pas, ils zigouillent, ils en boivent. Moralité, ils n'ont pas d'otages. Les Français, comme d'autres, payent. Et on a continuellement des otages. C'est ça la vraie question. La vraie question. Il a raison, Gabriel Mbarga. Est-ce que c'est ça la vraie question ? Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en même temps, ça fait débat et c'est tant mieux, et c'est très bien. Gabriel Mbarga. Oui, mais très bien, bien sûr, Morad. Dans les affaires d'otages, on baigne dans le flou total. Ensuite, on a des informations qui fuitent de toutes parts, certaines même qui doivent être sans doute orchestrées, parce que là, on a affaire à des services secrets de part et d'autre, de partout, et même des organisations terroristes qui, souvent, ont intérêt à faire fuiter un certain nombre d'informations, vraies ou pas vraies. Donc, on est dans un domaine où on ne sait pas. Quels sont les faits ? Il y a 4 personnes qui ont été prises en otage il y a 3 ans, qui ont été libérées il y a quelques jours. Voilà les faits. Il y a eu, évidemment, puisqu'elles étaient otages, des tractations qui ont débouché sur quoi ? Une rançon. Traditionnellement, les preneurs d'otages attendent de l'argent. Sinon, ils ne prennent pas les gens en otage comme ça. Quel est le montant ? Oui, mais en même temps, Gabriel, excuse-moi, quel est le montant ? Doit-on verser une rançon ? À un moment aussi, il faut qu'on mette les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut verser de l'argent pour négocier justement la libération des otages ? Les États ont une difficulté qu'on peut comprendre. Quand on a des citoyens qui sont pris en otage quelque part, on est prêt à les libérer, souvent même à un prix qui est absolument fou. Parce que c'est aussi de la politique, il y a une opinion publique derrière, il y a des risques. Et puis en ce moment, la France était en train de prendre. Donc même le coup politique de François Hollande, c'est là peut-être qu'on peut parler de... Est-ce que... Il y a le revers. Qui arrive au moment... Si on annonce 20 millions aujourd'hui, à tout, on le voit bien dans d'autres secteurs, on incite les gens. À partir du moment où on devient une valeur marchande, on va susciter des envies des uns et des autres. Il y a argent parce que la France... C'est intéressant ce que dit Morad. Et la France fait un mensonge, je termine là-dessus, fait un mensonge diplomatique en disant qu'il n'y a pas eu d'argent. Je rappelle que justement, quand on prend quelqu'un en otage, on attend quelque chose en retour. Alors, elle peut être politique, elle peut être un échange de prisonniers, puisque eux, ils les considèrent comme prisonniers et pas comme otages, et elle peut être d'ordre financier. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'ils les ont relâchés. Je ne pense pas qu'ils leur ont promis de défiler sur le 14 juillet. Il y a eu quelque chose dans le panier du mariage. Morad, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a 2 pays, à savoir la Russie et l'Algérie, qui ne négocient pas. La Russie et l'Algérie, vous savez très bien que vous ne pouvez pas les comparer avec des pays tels que la France, les États-Unis, qui ont une opinion public derrière. Et je crois bien sûr qu'il est trop important de le souligner dans ce genre de démarche. Attention, dans ce genre de démarche. Morad, je vais vraiment terminer. Si je ne termine pas, ça serait un peu compliqué. Et il est très important de le souligner, Morad. Parce que dans cette dynamique, les preneurs d'otages, ils savent pourquoi. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a 2 conditions. Bien sûr, ou soit c'est pour faire la pression sur des États très bien constitués comme les États occidentaux, ou soit ce sont des voyous qui, bien sûr, à travers ces raps, récupèrent de l'argent, bien sûr, achètent des armes, mais toutes ces choses-là, moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est vrai que Morad, c'est très intéressant ce que soulève John. Non, c'est pas l'hypocrisie. Non, Morad, pardonnez-moi, ce n'est pas l'hypocrisie. Devant les caméras, dans le café du comptoir, les gens vont vous dire, oui, c'est normal, il faut payer, c'est un Français, soyons derrière. Et à la maison, à Soumaré, ils te disent, ça nous a coûté du pognon, il ne fallait pas les prendre. Voilà, donc moi, aujourd'hui, il est clair. C'est vrai, c'est pas faux. Moi, ma politique, c'est le bâton. Très intéressant. Je ne sais pas si vous avez relevé. Pourquoi on ne prend pas les otages béninois, togolais, etc. Ça vaut 0 centime. On est sur un marché. Donc vous revenez à ce que je dis. À partir du moment, on est là en train de, il faut enchérir en permanence. À partir du moment où on donc ça pousse à avoir encore plus de. On fait un appel d'air et on invite les gens à kidnapper. La Russie n'est pas dans la dynamique
historique avec un certain nombre de pays en Gabriel, Afrique subsaharienne. quelque chose qui me frappe. Pardon, s'il vous plaît. Bien à sûr. savoir, par exemple, l'histoire qui lie l'Occident avec le reste du monde n'est pas pareille comme l'histoire qui lie la Russie ou l'Algérie avec le reste du monde. Croyez-vous que la France est un pays banal? Historiquement, quand on prend par exemple. Non, mais dans le sens économique, bien sûr. Dans le sens économique, mais politiquement. Politiquement, je suis désolé. Politiquement, la France joue un rôle très important. Elle joue très important. D'autant plus que. Oui, non, mais ça, c'est un autre débat de savoir si elle existe. Attendez, elle n'existe plus peut-être avec François Hollande en ce moment. Mais elle non, a existé avec Nicolas Sarkozy, elle a existé avec Jacques Chirac, elle a existé avec Mitterrand. Monsieur, attendez. Très Après Chirac, il n'y a plus ces liens de diplomatie. Sarkozy, il est allé en terre africaine les insulter. Il a eu un retour de manche sur le plan économique. Moi, ce que je regarde, c'est les chiffres. Quand je vois que la France recule dans ses parts de marché économique, c'est sa part de diplomatie qui a justement. C'est la preuve que la diplomatie a échoué. On aura l'occasion. Et alors que le Chirac a dit bien sûr ici que les Noirs viennent manger le pain des petits Français, le bruit odeur. Franchement, dire que Chirac c'est un grand. Franchement, tout à l'heure tu as dit que c'est un grand. Non, tu as dit tout à l'heure que c'est un grand président. Il était parti en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens, la démocratie c'est un luxe pour les Africains. Attendez, de quoi parlons-nous? Alors, monsieur, si vous le permettez, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le thème qui a retenu notre attention. En France, avec l'histoire du on pourra peut-être que, messieurs, peut-être qu'on aura le loisir certainement de débattre autour de Jacques Chirac et sa politique africaine. Ce sera peut-être un des thèmes, pourquoi pas. Ce n'est pas le cas. Parlons, il l'a reconnu. Parlons des otages. Messieurs, parlons des otages. Gabriel Mbarga, je vous ai très peu donné la parole. Oui, non, mais d'abord, on ne s'écoute pas. Je ne sais pas si on a retenu quelque chose depuis le début, on se coupe la parole. John Haïté a dit des choses très très justes sur les questions diplomatiques. Il y a une prise d'otage. Que font les États? Je rappelle à l'intention de notre interlocuteur Mourad, qu'il y a deux types de prise d'otages, au moins. Il y a des gens qui font une opération, un raid, qui prennent des otages quelque part, comme on l'a vu dans l'usine en Algérie, ou comme on l'a parfois vu ça et là. Mais il y a des gens qui sont pris en otage dans une temporalité qui n'est pas réelle, qu'on a le temps de séquestrer, de garder, de confiner, d'emmener dans un endroit qu'on n'imagine même pas. Et là, on entre dans un temps que eux, ils gèrent. Ce sont eux qui gèrent le temps à ce moment-là. Parce qu'ils ont des vies contre ce qu'ils réclament. Et les États font quoi? On laisse les gens mourir, on intervient, on ne sait même pas où ils sont. On ne sait même pas comment s'y rendre. Et dans la situation malienne, on sait bien que le Nord Mali, jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à il y a quelques mois, était occupé par tous ces gens-là. Donc ce n'était pas évident. Donc les 3 ans, c'est aussi le temps peut-être d'arriver à une situation où on peut peut-être intervenir ou parler. C'est ce qu'il a, parce que tant qu'ils sont en situation c'est ce qu'il a un peu dit. Mais alors messieurs, dernière question, s'il vous plaît. Il y a 3 ans n'est pas forcément les tarifs d'aujourd'hui. On va tenter d'avancer quand même. On ne sait pas si c'est une question de tarif ou de faisabilité. Tarif et faisabilité. Messieurs, avant de passer au second sujet, je sais ça va très très vite. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne justement autour de ces otages et puis de ces ex-otages, de la libération. Marine Le Pen, qui a fait une déclaration qui m'a un peu frappé. Marine Le Pen qui dit elle est gênée par la barbe et l'habillement étrange des otages français. Alors, Mourad Ghazi. Moi, c'est clair, elle est coutumière du fait. Donc ça veut dire quoi? Elle prévoit une destitution de la nationalité, les envoyer en Barbarie, puisque ce serait un nouveau pays qu'elle aurait inventé, donc par rapport justement à cette barbe. On retourne dans ce débat qui est complètement fallacieux de dire que c'est une barbe islamique. Je ne savais même pas qu'un poil c'était islamique. Au lieu de se féliciter, d'ailleurs, entre guillemets, si Marine Le Pen était prise en otage au Niger, elle reviendra avec des jambes poilues comme un sanglier. Donc c'est le même tarif. Donc non, mais je veux dire, elle s'étonne que des gens viennent amaigris et qu'il y ait une barbe. Au lieu de donc s'ils portent une barbe, c'est peut-être aussi qu'ils n'avaient pas le matériel pour le faire, ou alors que les ravisseurs leur ont imposé d'avoir cette barbe. Pourquoi anticiper les débats? Pourquoi essayer de récupérer à travers cette démonstration en jouant sur l'islamophobie ambiante en France, pour essayer d'un événement comme ça d'y faire fruit? Mais il est en même temps dans un monde de bisounours. Et ensuite Gabriel. Mais tu t'imagines un tout petit peu, Mourad, que ces gens-là tout à l'heure, comment dirais-je, Gabriel disait que le temps
temps appartient aux ravisseurs. Ce qui veut dire que ce sont eux qui décident comment vous allez être ce jour et tel jour. Premièrement. Deuxièmement, ça veut dire quoi aujourd'hui que, comment dirais-je, Marine Le Pen, d'ailleurs, sa petite sortie, moi j'appelle ça une petite sortie de Marine Le Pen, ne doit même pas... Non, une seconde. Une seconde, je termine. Je voulais juste ici dire que si on prend par exemple Marine Le Pen au sérieux à travers cette histoire, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Donc je crois qu'ici, là, il n'y a pas de débat, bien sûr. Bien sûr. Non, ça c'est... quoi le mode d'emploi? Non, mais ça ne fait pas débat. Vous êtes dans le monde des bisounours. Ah d'accord, donc tu as jeté ça, bisounours. À mon avis, je pense que c'était plutôt... Non, c'était quoi, le monde des bisounours? Alors, allez, on ne va pas aller dans le pays d'Alice de Merveille, voilà. Bon, allez, on passe au second. Peut-être que vous vouliez dire un petit mot? Marine Le Pen, allez, parce qu'on est très à la bourre. Et les journalistes tombent à chaque fois dans le panneau. Elle nous divertit avec des conneries. Donc allez, on passe au second sujet. S'il vous plaît, messieurs, RDC, on en parle. Je vous propose, avant de commenter le sujet, de regarder le reportage qui est proposé par la rédaction de Télésud. Et on revient tout de suite après ici en parler. Regardez. Hasard du calendrier, Jacob Zuma, le président sud-africain, se trouve en République démocratique du Congo au moment où l'armée congolaise traque les rebelles du M23 dans l'est du pays. La visite du président sud-africain s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Arrivé lundi, Jacob Zuma et sa délégation ont déjà signé plusieurs accords, dont un sur la production électrique. L'Afrique du Sud s'engage à acheter 2500 MWh d'Inga 3. C'est plus de la moitié de la production électrique du futur barrage congolais. Une bonne nouvelle pour le gouvernement congolais, la promesse d'achat sud-africaine permet de rendre le projet Inga 3 enfin viable et attrayant pour les investisseurs. Succès commercial pour le président Joseph Kabila, mais aussi succès militaire. Les nouvelles qui arrivent du front de l'Est de la République démocratique du Congo sont excellentes. L'armée congolaise a pris mercredi après-midi le contrôle total de Bunagana, ville frontalière de l'Ouganda et qui était le fief du président politique de la rébellion du M23. Retranchés sur les hauteurs près de la frontière de l'Ouganda, les rebelles du mouvement du 23 mars pourraient dans les heures qui viennent être confrontés à une nouvelle offensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Des témoins indiquent que l'armée congolaise préparait mercredi une importante offensive dans la province du Nord Kivu. Le président sud-africain Jacob Zuma, qui achevait dans le même temps sa visite de 48 heures à Kinshasa, a lancé un appel aux rebelles, indiquant que le temps était maintenant venu de déposer les armes. Justement, parlons-en dans Ça fait débat. Quelque chose de particulier. L'armée, est-ce qu'elle a vraiment pris le contrôle, Gabriel Mbarga? Est-ce qu'elle a pris le contrôle? L'armée congolaise. Elle a pris le contrôle de cette ville-là. Est-ce qu'elle a pris le contrôle de toute la région Est-Congo? Pas encore. Mais elle est dans une dynamique qu'on ne lui connaissait pas depuis longtemps parce que l'Est était plutôt sous l'emprise des rébellions, parce qu'il n'y a pas que le M23, il y en a plein d'autres, même si c'est le groupe le plus emblématique, le M23. En réalité, la nouvelle offensive de l'armée congolaise vient aussi d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle dynamique, parce qu'on a fait le constat que la MONUC, la mission des Nations Unies qui intervenait au Congo, n'intervenait pas et que parfois sa complicité était dramatique. De manière désavantageuse pour l'État congolais qui misait sur cette force d'interposition qui finalement ne s'interposait en rien du tout. Donc du coup, les rebelles étaient ont toujours eu, depuis une quinzaine d'années, ils ont toujours damé le pion à l'armée congolaise. Donc entre-temps, elle s'est aussi équipée, etc. Mais ce qui est curieux sur le plan diplomatique, c'est de voir qu'une fois qu'elle reprend du poil de la bête, on entend les Américains, c'est quand même curieux, s'exprimer et de dire « mais faites attention », etc. Mais ils étaient où depuis le temps que cette rébellion était en train de déstabiliser ce pays? Comme quoi, le Congo, c'est le théâtre toujours d'une grande hypocrisie, un tiraillement énorme. Heureusement, l'Afrique du Sud a pris un leadership pas seulement économique en Afrique, mais désormais politique et diplomatique. Jacob Zuma, je rappelle, dans l'affaire libyenne, est le seul qui a pris son avion, qui a atterri à Roissy avec ses gardes du corps et sa voiture, et qui s'est fait escorter jusqu'à l'Élysée tout seul, qui est venu dire à Sarkozy « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais ». Et on le voit prendre ses responsabilités aujourd'hui en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, Gabriel? C'est-à-dire que c'est lui qui accompagne le Congo. C'est lui qui donne les moyens. C'est lui qui, quand il fait des contrats, il leur donne de l'argent. Ça me pousse à poser cette question. L'impuissance, est-ce qu'il y a là l'impuissance du gouvernement et puis de l'État pour ramener la paix dans le pays? Elle est là la question. Moi, je pense, Morad et John. Je pense que la question économique, avec la signature de ce contrat, permet de gagner le cœur peut-être de la masse des rebelles.
aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait miroiter un avenir prospère, et donc à travers cet avenir prospère, peut-être essayer de fuir les soutiens justement aux gens qui sont dans la rébellion. Mais la vraie question qui existe au Congo, mais qui peut exister ailleurs, c'est quid de la diversité politique, quid de l'opposition. Voilà, tant qu'en Afrique, justement, on n'aura pas ce chapitre où on peut avoir des gens qui peuvent avoir c'est la guerre, d'abord. Oui, mais la sortie de la guerre, c'est quoi? C'est un pays en guerre. Non, mais il faut sortir de là. Oui, la sortie de la guerre, c'est soit... Le pouvoir en place doit accepter. La sortie de la guerre, la sortie de crise, tout court. La sortie de la guerre, il y a deux responsables, il n'y a pas un responsable. Non, mais on est bien d'accord. C'est soit par armistice, soit par armistice, c'est-à-dire qu'un accord de cessez-le-feu, ce sont des accords politiques, bien entendu, soit parce qu'on a gagné sur le terrain militaire. Le problème, c'est que la guerre au Congo opposait l'État et toutes ces rébellions, mais étaient instrumentalisées, comme souvent, et comme depuis toujours au Congo, depuis l'extérieur. Donc les gens de l'extérieur, ils ne jouent pas leur rôle non plus dans cette affaire, même l'ONU. Moi, bien sûr, je parlerai du Rwanda aussi. Je renchéris bien sûr, sur l'ONU. Selon le rapport de l'ONU, le M23 est composé majoritairement par les Congolais Tutsis, et qui sont soutenus, attention, je reprends les mots des Nations Unies, soutenus par le Rwanda. Qu'est-ce qu'on fait? On connaît le soutien, et c'est pas moi qui le dis. C'est cité partout. Donc ça veut dire ce quoi, sont le les Rwanda, Nations Unies. Le Rwanda est un peu obligé. Le Rwanda est un peu obligé de désarmer le M23, c'est ça? Je crois bien sûr que ce soit. Bien sûr, les Nations Unies doivent prendre leurs responsabilités. On a vu comment, en 2-3 mouvements, on a pris un certain nombre de responsabilités. Quand il s'agit, bien sûr, du Kosovo, de Sarajevo, quand on a pris la décision que tout ça, ça doit s'arrêter, ça s'est arrêté. Vous imaginez depuis plus. Bien sûr, je crois bien sûr qu'il est très important de le souligner. Ça fait plus de bientôt 20 ans que cette histoire dure, sinon pas plus. Que cette histoire dure, plus de 2 millions de morts. On n'en parle pas assez. Franchement, plus de 5 millions de morts. On n'en parle pas assez. Moi, je trouve que les Nations Unies qui restent à leur place. Les Nations Unies, c'est un espace fait pour les dominants. C'est pas fait. Il n'y a pas une gestion équitable. Moi, je viendrais plutôt. La solution vient d'Afrique. Que l'Afrique du Sud prend le leadership. Mais moi, je dis chapeau. L'Afrique doit être gouvernée par qui? Par les Africains. L'ingérence, s'il doit avoir lieu, c'est-à-dire pour amener les gens à la négociation, elle ne peut venir que d'Afrique. Chaque fois que les gens extérieurs, pour des intérêts économiques, ont mis leur grain de sable, ça a été le bordel. En fait, il faut être clair. En fait, c'est vrai. Les Nations Unies, je m'assois dessus, mais alors avec une force. Quand je vois l'État aujourd'hui, par exemple sur la Palestine, elle sait quand il faut taper. Les Nations Unies, elle va toujours, les Nations Unies vont toujours dans le sens de leur intérêt et jamais soi-disant pour les peuples et pour les nations. Je rejoins Mourad sur un point où il y a un peu de divergence, c'est que les intérêts des pays qui se disent des pays occidentaux sont tels que la déstabilisation de certains nombres de pays les arrange. Donc on ne peut pas dire le contraire. Oui. Gabriel Mbarga? Oui, ils ont tout à fait raison quand ils disent ça, parce qu'on sait ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années, quand le président Mobutu, le maréchal Mobutu était sur la fin de son régime. Chaque grande puissance occidentale, plus les grosses sociétés minières, ont commencé à préparer celui qui devait être l'homme qui devait prendre la place. C'est comme ça que le pays a commencé à se tirailler. Et alors c'est le comble du cynisme, le Rwanda qui était un petit pays, il faut le dire, les étudiants rwandais allaient tous se former au Congo. On a consolidé le Rwanda comme une poche extérieure à partir de laquelle on pouvait exploiter le pays, puisqu'il se trouve justement là où il y a toutes les richesses du pays. Je voudrais avoir comme une note optimiste. C'est que je sens en Afrique qu'il y a une conscience aujourd'hui de vouloir régler leurs problèmes chez eux. Et qu'on n'est plus dans cette pollution où on a des marionnettes ou soutien de l'Occident. On a des gens qui ont pris vraiment conscience que, certes, ils pouvaient s'enrichir, parce que la corruption, enfin, les gens qui s'en mettent plein la poche, c'est international. Mais en même temps, ils savent qu'ils peuvent aussi redistribuer. Parce que le problème, ce qu'il y avait avant, c'était quoi? C'est les gouvernants qui s'en mettaient plein les poches et le peuple qui ne voyait plus rien et on enrichissait l'extérieur. Aujourd'hui, il y en a qui ont bien compris qu'on peut enrichir l'intérieur et s'enrichir soi-même. Et je finis en étant d'accord sur un point que vous avez soulevé en début de propos, mais il fallait d'abord clarifier, c'est-à-dire que la solution, finalement, elle est politique. Africaine. Non, elle est politique, au sens où le président Kabila, disons-le, est le dénominateur commun d'un certain nombre d'intérêts convergents qui viennent de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on peut parler de son élection et de sa réélection. Seulement une dernière parole de l'Afrique du Sud. Je voudrais ici faire remarquer que lors du sommet de la francophonie, François Hollande
n'a pas daigné justement d'avoir un regard sur son hôte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que son hôte Kabila. Qui est Kabila. Ça veut dire déjà qu'il y a la marginalisation du Kabila. Le fait qu'il est marginalisé, c'est pas évident justement que ce soutien des Nations Unies soit aussi palpable et efficace. Autre sujet sensible, autre sujet effectivement où là, est-ce qu'on peut parler de sortie de crise également en politique bien sûr? Je veux parler de la Tunisie. Échec d'Ennahda, échec de la politique islamiste. Point d'interrogation bien sûr, messieurs, on va en parler. On va tenter de comprendre avec vous et de commenter cette actualité. Regardons ce sujet et on revient tout de suite après ici même sur ce plateau. Regardez. La Tunisie s'enlise dans la violence. Le pays a été visé ce mercredi par 2 attaques suicides. Une d'entre elles a été déjouée, tandis que l'autre n'a fait qu'une seule victime, le kamikaze à l'origine de l'attaque. Le terroriste s'est fait exploser sur une plage de la ville balnéaire de Sousse, dans le centre-est touristique de la Tunisie, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur. Des témoins ont indiqué que l'attaque s'est produite vers 9h30. Le kamikaze a été repéré et pourchassé avant de se faire exploser sur une plage déserte. Ces événements font suite à une recrudescence des actes de violence dans le pays. La semaine dernière, des affrontements entre forces de l'ordre et djihadistes à Sidi Bouzid ont coûté la vie à 6 gendarmes. Des gendarmes qui ont manifesté il y a quelques jours pour réclamer plus de moyens. Tout ceci dans un climat politique chaotique, les différents partis politiques du pays multiplient les réunions pour trouver une issue à cette profonde crise. Messieurs, première question parce qu'il y a une vraie préoccupation. Alors, le terrorisme, clairement, avec les attentats que vous venez de découvrir, ici même dans ces images, dans ce sujet de reportage, le terrorisme vise-t-il clairement le tourisme, messieurs? Oui, mais alors déjà, moi je vais remettre dans l'ordre parce que je vois le sujet, Tunisie. On va en parler, non, mais on va en parler. Alors, peut-être, mais c'est important. Ça aurait dû être ma première question. Non, ça aurait dû être ma première question. Islamiste et terroriste, bon, on a compris. Échec d'Ennahda, ma première question. Échec politique échec de la politique islamiste, et on parlera de ces attentats. Mais je veux d'abord réagir, vous le comprenez bien, d'abord de cette actualité brûlante. On ne peut pas parler d'échec d'Ennahda. Moi, je refuse et je continuerai par refuter que un pouvoir élu démocratiquement n'a le droit de faire des procès de rue. Le pouvoir est élu avec un programme. Il faut justement que tout le monde se calme, qu'on puisse justement aller jusqu'au bout des termes. Alors ici, déjà, le 7 août est passé et le pouvoir, Ennahda a accepté justement d'asseoir les travaux de l'Assemblée constituante, à la surprise générale d'ailleurs. Je cite justement Moustapha Ben Jaafar, en dépit de nos réserves formelles et juridiques de cette initiative, nous espérons qu'elle servira de catalyseur pour que les adversaires politiques s'assoient à la table de négociation. Ça veut dire quoi? Non, ça y est, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils sont prêts à négocier. Ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à ouvrir le gouvernement. Ils sont prêts, mais est-ce qu'on peut parler d'un échec? Attendez, bien sûr maintenant, mais l'échec... C'est pour éviter bien sûr ce qui se passe. L'échec de la politique islamiste. Non, alors déjà le mot, oh là là, vous me faites peur quand vous dites ça. Pourquoi? Parce qu'on utilise le mot islamiste pour disqualifier. Il faut être clair. À partir du moment où vous dites, hein, on voit même avec l'AKP en Turquie, qui ne se dit pas islamiste, hein, pas du tout, ça ne veut pas dire ça, on lui dit le gouvernement islamiste. En même temps, on dit Mera, l'islamiste, le terroriste islamiste. C'est-à-dire qu'on qualifie des hommes politiques avec la même qualification que quelqu'un qui commet un terrorisme. Et donc l'amalgame est fait, on associe islam et terrorisme. Et le raccourci est très facile. En plus, je n'ai jamais vu, hein, dans un autre pays où il y a un renversement, que le parti est arrivé en tête après ce renversement, qu'il y ait autant de projecteurs dessus pour essayer de nous faire croire que justement l'échec ce serait pour ceux qui ont une sensibilité liée à la religion. Je vous rappelle que tous les pays européens, en même temps, et c'est important. En même temps, il y a une vraie crise politique. Mais de quoi vous parlez? Je vais y répondre. Qui dure depuis des mois. Même si vous parlez de démocratie, il y a une réalité aujourd'hui que vivent les Tunisiens. Les Tunisiens aujourd'hui vivent une véritable crise politique. On sort d'une dictature et on pense venir avec notre calque européen. Il faut savoir qu'il y a plus de 140 partis là-bas, donc c'est vraiment l'anarchie totale en Tunisie. On sort de la dictature et on pense qu'en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, on va arriver à une démocratie à la norme française qui s'est construite pendant des centaines d'années et qui continue à se construire. Donc, moi et Ennahda, on va être clair, ils ont le droit, comme n'importe quel parti dans le monde, d'être des médiocres. Ils ont appris le pouvoir, ils ont été mauvais. Les électeurs seront amenés à changer. Ils sont amenés à changer. Mais ils ont le droit à la médiocrité. Est-ce qu'il faut disqualifier l'UMP parce qu'ils ont perdu? Est-ce qu'il faut disqualifier le PS et l'UMP qui, à tour de
le perdent. Non, mais c'est D'ailleurs, vrai. on ne disqualifie Ici, pas parce point de que vue intéressant. en France, ils sont mauvais D'ailleurs, depuis ici 40 en ans. France, Point de vue intéressant, effectivement. bien sûr, en 2007, on a vu John. que Chirac, après avoir gagné l'élection vraiment avec un score à la russe, je ne sais plus de l'époque du Char, mais je me rappelle bien sûr qu'à un moment donné, quand il a vu que ça ne va pas, il a dissous l'Assemblée nationale. Donc la crise politique peut se passer dans n'importe quel pays. Ennahda, aujourd'hui, doit bien Alors sûr... le parti Ennahda est-il en disgrâce, Gabriel Barga? Non. Le parti Ennahda a beaucoup de difficultés. Non, c'est votre point de vue. Le parti Ennahda a des difficultés sur le plan socio-économique qui ont été expliquées ça et là. D'abord parce qu'on est sorti d'un système. Pour construire un nouveau système, ça prend un certain temps. Et puis, les partis qui se réclament d'inspiration religieuse ont un certain nombre de difficultés parce qu'il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire entre une base qui veut plus ou moins de religion et puis un sommet qui est confronté aux réalités du terrain. Alors, attention, au niveau du contenu, parce que les gens parlent de charia, etc. Il faut savoir que en Europe, par exemple, la démocratie chrétienne, c'est des valeurs de droite. Il faut savoir que dans les pays arabes, la dominante religieuse apporte le fait social. En gros, ça serait la gauche, hein, si on pouvait avoir ce schéma-là. Et ils se servent, en fait, d'aspirance musulmane parce que dans l'islam, il y a le zakat, c'est-à-dire l'aumône, et qu'il y a un fait social, et donc c'est la redistribution de la richesse. Donc quand ils se présentent, ces partis-là, ils ne viennent pas au devant en disant on va mettre le voile de partout, on va obliger de porter la barbe, c'est pas ça le contenu. Ils parlent de dire on va prendre une richesse qu'on va redistribuer. Voilà le discours qui est sur le plan, bien sûr, sur le plan économique. Sur le plan sociétal, bon, moi ma lecture, je vous dis, autant il existe des théocraties dans la plupart du monde et la laïcité n'existe pas, c'est un principe français qui est repris par 4-5 pays dans le monde et basta. Moi je veux bien entendre tous ces discours, messieurs, mais en même temps le climat social il n'est pas apaisé du tout. Non, je rappelle qu'en Pologne, attendez, vous n'êtes pas ici dans une émission où on vient effectivement expliquer les raisons de ce parti d'Ennahda. Ça fait débat. Pardonnez-moi Morad, mais et John, je vous donne la parole. C'est qu'on a quand même affaire à un climat social. Et je parle des Tunisiens, chers amis. Et là, le climat social n'est pas du tout apaisé. Depuis le 25 juillet, l'assassinat de Brahimi, c'est l'élément déclencheur, bien sûr, de cette disgrâce d'Ennahda. L'assassinat de Brahimi a servi d'élément catalyseur. Par exemple, avec quelques coalitions hétéroclites d'ici ou là qui voulaient que le gouvernement donne sa démission. Donc ceci étant quoi? Ça veut dire qu'il y a cette coalition hétéroclite qui voulait la démission justement du pouvoir du gouvernement. Donc à ce titre, on sait bien sûr que derrière, il y a cette volonté de déstabilisation. Un nouveau gouvernement. C'est vous les Morad, s'il vous plaît. C'est vous les bisounours. Qui ça nous? C'est vous là, c'est vous les bisounours. Justement, plaisir, mais moi la différence c'est que je vais pouvoir le matérialiser. Vous pensez honnêtement que les anciens du pouvoir qui connaissent tous les clés du rouage du système, parce qu'on pense que Ben Ali est tombé, et puis il n'y a rien derrière. Il n'a pas d'hommes, il n'y a pas des gens clés, il n'y a pas des gens qui sont engraissés, etc. Ils sont des acteurs en face. Et je rajoute à côté les pressions extérieures. Je vous Morad Ghazali, quel homme fort. Et est-ce que le nouveau gouvernement pourra-t-il apaiser ce climat social avec cet homme fort? Non, moi je ne suis pas Madame Mirza, je ne suis pas Madame Soleil. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on essaye de disqualifier un parti du fait qu'il est d'aspirance de l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, il y a plusieurs Tunisie. Il y a les Tunisie du monde non touristique, qui est plutôt en soutien à Ennahda, et puis un milieu un peu occidentalisé, proche touristique, que lui, au contraire, sont plutôt dans le fait Ben Ali, on va dire, c'est-à-dire dans une laïcité pure et simple. Donc le peuple tunisien doit lui-même trouver, je crois, le bon facteur entre ce qu'ils sont culturellement, c'est-à-dire une majorité de population musulmane, mais en même temps laïque, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir cette liberté de croire ou de ne pas croire, et d'affirmer ou non un islam visible ou non à l'extérieur. Messieurs, dernier sujet qui va boucler cette première partie de cette émission dans Ça fait débat. Je vous le rappelle à vous tous, si vous venez de nous retrouver, vous pouvez réagir et commenter l'actualité sur la page Facebook Ça fait débat, et puis sur Twitter, c'est F Débat. Merci si vous venez de nous rejoindre. Allez, au dernier sujet, on va parler de Christiane Taubira. Vous avez suivi l'actualité avec les propos racistes, xénophobes. Messieurs, on en parle justement. Est-ce que d'abord, ma première question. Alors, est-ce que finalement Taubira
avait-elle raison de réagir? Tiens, Gabriel Mbarga. Est-ce que Taubira avait raison de réagir quand on est autant violenté, blessé par des mots elle ne pouvait pas rester sans rien dire. Si vous parlez de Madame Leclerc, qui devait être candidate du Front National, dans je ne sais plus quelle région de France, et qui a tenu des propos, mais non, mais est-ce qu'elle avait, juste avant de regarder le sujet, est-ce qu'elle avait raison de réagir ou pas du tout? Ou fallait-il qu'elle ignore totalement les propos racistes? On peut pas ignorer quelque chose qui est passé en envoyé spécial à 21h. Gabriel, s'il vous plaît, oui ou non? Regardez, on va revenir. Regardez cela, regardez. Et justement, moi, je voulais juste vous montrer une photo et vous demander ce que vous en pensiez de cette photo. Celle-ci, je l'ai vue. Et honnêtement, je l'ai mise sur mon réseau. Justement, ouais, je l'ai trouvée effectivement sur votre Facebook. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que veut dire ce photomontage exactement? Tout est dit entre les mots. Hein. Voilà, elle arrive comme ça, elle débarque comme ça. Franchement, c'est une sauvage, quoi. Elle prend tout le monde. Quand on lui parle de quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. Les personnes qui ont tué, mais c'est pas grave, on va leur mettre leur bracelet et puis ça sera déjà bien. Mais parce que ce genre de comparatif des Noirs avec des singes, ça fait partie quand même de toutes les thématiques du racisme primaire. En général, non, ça n'a rien à voir. Un singe, ça reste un animal. Un Noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Mais pourtant, là, vous faites ce comparatif-là avec ce photomontage. C'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait, pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Messieurs, sur la forme déjà. No comment. Allez, John, je vous donne la parole morale, promis. John. Je crois que Taubira n'a pas été très très loin. Elle connaît les lois, elle connaît les règles, elle devait porter plainte. C'est inadmissible qu'un responsable aussi important dans un pays aussi respecté à travers le monde, qu'elle soit traitée de sorte. Je crois bien sûr que tout ce qui a été dit d'ici ou là, pour moi, ce n'est pas suffisant. Cette dame doit justement répondre. Morad, et ensuite, n'oublions pas justement. Alors, autour de ce plateau, n'oublions pas que l'injure raciale est punie par la loi. Elle est condamnée, il y a une loi. Bien sûr. Morad Ghazli, et ensuite après, Gabriel Mbarga. J'ai l'impression d'avoir tout le monde a le même son de cloche. Qu'est-ce que Envoyé spécial va faire comme reportage sur une illustre inconnue, d'accord, pour remettre en avant, et en plus, elle est membre du FN, mais sans vraiment un rôle majeur, c'est-à-dire elle est inexistante. On a fait d'une inconnue une star de l'autre côté, comme si ce type de propos n'existait pas en France. Il existe, il est coutumier, alors que ce soit pour un singe ou pour un autre, hein, c'est le même tarif. Et on essaie de nous le monter en exergue, en envoyé spécial, pour devenir une injure publique. Puisqu'il faut savoir que l'injure publique et l'injure privée n'a rien à voir. À partir du moment là, on a diffusé ça, et elle devient, sur le plan pénal, une injure publique, puisqu'on l'a diffusée publiquement ces propos. Alors, on m'a posé la question à savoir, est-ce qu'on doit condamner, pas condamner, etc. Bisounours encore ? Vous croyez que les propos qu'elle tient ne sont pas soutenus? Je rappelle que les... Vous êtes en train de dire quoi? Attendez, je suis en train de vous dire... On est en train d'assister à une banalisation de propos racistes. Est-ce que c'est cela la vraie question? Non, la question quand t'as Minucci qui dit en pleine assemblée à Marseille, au conseil municipal, il lui dit à Bruno Gilles, ah ça fait drôle de voir que tu soutiens une arabe. C'est-à-dire, alors que c'est une élue de la République. Là, on n'en fait pas un débat, savoir si le gouvernement héros va monter. Donc ça veut dire qu'on a à peu près les mêmes propos concernant deux élus de la République, une qui est ministre et l'autre qui est sénatrice. Alors, on va viser sur le Front National et en essayant d'appuyer, en pensant que ça va faire mal, faire peur aux gens. Ben, au contraire, en faisant ça, on les renforce, puisque aujourd'hui, le fait de croire que le racisme existe seulement au Front National, c'est un leurre. C'est un mal partagé par les uns et par les autres. Et quand on me dit, surtout aussi à l'UMP, oui, mais attendez, si on ne le dit pas, il faut parler aux électeurs, ils vont aller au Front National. Alors donc ça veut dire que si tu tiens le même propos, c'est bien mieux quand c'est toi, parce que tu te dis républicain, même en tenant des propos abjects. Gabriel Mbarga, je vais vous poser la question après. Gabriel Mbarga. Sur le cas de Taubira, il y a une grande hypocrisie qui est révélée. Et à la suite des propos de Mourad, que je corrobore dans leur ensemble, je dirais, quand Taubira a été nommée ministre de la Justice, elle n'était pas là depuis 48 heures, que c'est l'UMP qui aujourd'hui joue les vierges effarouchées après les propos qui font honte à tout le monde, parce qu'en réalité, ça révèle des choses qu'on se dit en privé. Christian Jacob, elle est incompétente pour la fonction.
une dame qui est députée européenne depuis 1993, une dame qui a dirigé... Actuellement, elle est épaisse. Mais c'est un poids lourd en France. Et je suis pas de gauche, mais je reconnais moi sa qualité intrinsèque. Disons les choses, si Taubira n'était pas ce qu'elle est, peut-être même qu'elle avait un rôle, un destin peut-être national à un moment donné. Est-ce qu'elle n'est pas plus costaud que Ségolène Royal, disons la vérité. Donc, Copé, ils en ont fait toute une histoire au moment de sa loi sur le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'on s'est servi de Taubira comme l'épouvantail qu'on a brandi à tout l'électorat, comme l'épouvantail. Comment expliquez-vous le silence de François Hollande? François Hollande, il n'est pas monté au créneau pour défendre sa ministre, par exemple. Oui, on ne l'a pas entendu. Il aurait dû le faire ou pas? Non, il est dans le chou aujourd'hui et que tout ce qu'il dira sera bien sûr contre-productif. Donc je crois bien sûr que là... Donc bien sûr là... Il faut poser la question à Leonarda. Mais en même temps, il s'est prononcé. Leonarda, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé pour Taubira? Parce que toi, tu as un président de la République qui s'adresse directement à toi. Il y a une ministre de la République qui est visée. Et je ne te vois pas trop réagir. Alors, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas, face à l'abject, il n'y a pas de catégorie. Maintenant, j'enlève le mot singe. Je parle de Fabius et je mets juif à côté. Pensez-vous qu'on aurait eu la même réaction? Parce qu'à droite, hier, ils étaient tous assis. Je le condamne, hein, et je suis de droite, hein, je ne suis pas de gauche. Hein. Ils se sont assis. Et ils n'ont pas voulu applaudir pour l'histoire des propos. Parce que, justement, ils n'ont pas applaudi parce qu'ils se sont vraiment gênés. Et cette gêne, on voit bien. Alors, clairement, messieurs, faut-il... Je vous dis, selon la qualité... Le Front National, s'il vous plaît, on a quelques secondes. Le Front National, un danger pour la démocratie. Faut-il supprimer le Front National? Non. Alors, je vais être encore plus cruel. Oui, dites-moi. Je vais être encore plus cruel. De tout cœur, au fond de moi. Quand je vois que la droite court après le FN et la gauche après la droite, je me dis autant mettre le FN au pouvoir et que la gauche redevienne la gauche et la droite redevienne la droite. Aujourd'hui, on est perdu. On n'a aucune visibilité. On voit que ça traverse les partis. Quand les propos qui ont été tenus, je vous rappelle encore sur Samia Ghali à Marseille, ils étaient raciaux, les problèmes. C'est une communautariste, elle est allée chercher les gens d'immigrés, elle les a pris en bus. Vous imaginez les propos qui ont été tenus et cette alliance contre elle, etc., alors qu'elle était en tête. Il nous reste quelques secondes. Excusez-moi. S'il vous plaît. C'est la France qui est malade. Ce sera le mot de la fin. C'est la France qui est malade. Est-ce que c'est le cas? Faut-il supprimer le Front National? Non, surtout pas. Il faut surtout pas aller sur ce chemin. Ça, franchement, Marine Le Pen a fait quand même énormément de scores lors de la dernière élection présidentielle. Donc, il faut respecter ceux qui votent pour le Front National. Des fois, ce sont des gens qui sont déçus. Bien sûr, ce sont des gens qui sont déçus de la gauche et de la droite, qui sont perdus. Et il y a des gens qui adhèrent. Attention, il y a des gens qui adhèrent. Mais franchement, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de déçus qui se tournent vers cette troisième voie. S'il vous plaît, on arrive au thème de cette émission. On va recevoir dans la seconde partie de cette émission, le président des forces révolutionnaires pour la démocratie en Centrafrique. C'est le cas au là-bas, on va en parler. Gabriel, ce sera le mot de la fin. Le Front National est la face visible de la face noire de la France. Donc, il révèle l'hypocrisie française. C'est à la France de s'interroger en profondeur. Rien ne sert d'interdire, de cacher ce qu'on dit dans les chaumières et qui ressort à l'occasion d'un propos qui n'a pas pu être maîtrisé parce qu'elle n'a pas l'expérience de la télévision, etc. La France a un vrai problème avec les autres, avec l'histoire des autres, avec la religion des autres et parfois la couleur des autres. Allez messieurs, c'était le mot de la fin. Merci à vous. Merci à Gabriel Barga. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Merci également à John Haïté de Savy, qui est le président de la RAPEC et puis journaliste. Merci beaucoup. Merci. Merci à Morad Ghazli. Vous reviendrez? C'est pas moi qui m'invite. Hein. Bien répondu. Un acteur politique. Quel parti de droite? Oui, je dévoilerai un peu plus tard. Un peu plus tard, d'accord, entendu. Restez avec nous, ne bougez pas. C'est pas OFN. Certainement pas. Vous n'aurez pas votre place ici sinon. Non. Absolument. Restez avec nous, ne bougez surtout pas. Notre invité, on le reçoit, c'est maintenant, c'est dans Ça fait débat. Dernière ligne droite avec Nessan Tadjer, qui est le président des forces révolutionnaires pour la démocratie en Centrafrique. Deuxième et dernière partie dans Ça fait débat, ici même sur Télé Sud. Dans Ça fait débat, nous recevons notre invité ce soir. Il s'agit de M. Nelson Tadjer, qui est le président des forces révolutionnaires pour la démocratie en Centrafrique. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler de la Centrafrique. Ça fait, voilà maintenant, chaque semaine qu'on parle de la Centrafrique. C'est le chaos, maintenant c'est plus une nouveauté, mais on va tenter de comprendre avec vous. Alors ce qui m'a poussé à vous inviter, et ce qui m'a particulièrement intéressé, alors vous êtes le... Alors ce que je ne comprends pas, c'est que vous vous avancez également en porte-parole de la Seleka. Pourquoi? Non, j'étais l'ancien porte-parole de la Seleka. Oui. J'ai dû me retirer de la Seleka parce que tout simplement, ma lutte et ma conviction pour la République centrafricaine ne va pas de pair avec la Seleka. Alors on a dissous
la Séléka. Vous le regrettez ou c'était une bonne chose à faire? C'était une bonne chose, mais sauf que la Séléka continue toujours de massacrer la population civile sous la houlette du Tchad, sous la houlette du président Déby, qui continue toujours à massacrer la population civile à Bangui et dans les arrière-pays. Nelson Tadjer, vous avez suivi l'actualité, le déplacement notamment du ministre des Affaires étrangères française, Laurent Fabius, à Bangui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en tirez de ce déplacement? J'ai eu un entretien avec les autorités françaises par rapport à ce déplacement. Je n'ai pas hésité tout de suite à montrer mon mécontentement parce que j'ai dit à M. Fabius et à certains membres de son cabinet que le vrai problème, ce n'est pas d'aller voir M. Djoudja qui est le criminel, M. Tchangaï qui est aussi un des responsables de la crise centrafricaine, M. Nguende. Le vrai problème, c'est d'abord de faire partie la Séléka, de faire retirer les troupes tchadiennes qui sont en train de massacrer la population civile à Bangui et de maintenant que les forces des Nations Unies puissent reprendre le relais pour ramener d'abord la paix dans la capitale centrafricaine, mettre fin aux exactions commis entre les Centrafricains et instaurer maintenant la paix dans les sous-provinces et dans les grandes on va en parler justement, vous dites qu'il faut instaurer la paix. On va en parler justement, Nelson Tadjer. Alors, le FRD, les forces révolutionnaires pour la démocratie, vous êtes en train de faire un véritable lobbying auprès du président béninois, donc du Bénin. Vous êtes en train de faire un vrai lobbying auprès du Gabon. Vous êtes en train de faire un vrai lobbying auprès de la Guinée. Pourquoi Nelson Tadjer? On a besoin de comprendre. Qu'est-ce que vous essayez d'aller chercher auprès de ces présidents? Écoutez, tout simplement, j'ai vu dans la sous-région les chefs d'État qui sont capables, qui comprennent la souffrance du peuple centrafricain en ce moment. Et je sais aussi que le Gabon, la Guinée équatoriale et le Bénin ne sont pas d'accord avec le criminel qui est M. Djoudja. Tout ce qui arrive en ce moment en Centrafrique est cautionné par le Tchad. C'est pour ça que le Tchad veut à tout prix avoir la même mise sur la Centrafrique. Que peut faire je suis d'accord avec vous, mais que peut faire s'il vous plaît, monsieur. Oui, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous dis que M. Déby veut à tout prix mettre la main sur la République centrafricaine parce qu'il veut tout simplement s'accaparer de la richesse Nelson Tadjer, en même temps, le même Déby dont vous parlez, il a provoqué ce sommet. Il était utile ce sommet. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui ce sommet n'était pas utile pour la suite et le chaos qui règne en ce moment en Centrafrique. Monsieur Adil, je vous dis ce sommet n'a pas été utile. Nous ne voulons pas de l'implication du Tchad et du président Déby dans la crise centrafricaine. Je demande, c'est pour ça que j'ai bien dit au président Hollande, j'ai demandé au ministre Fabius que nous demandons à ce que le Tchad puisse se mettre à l'écart et de laisser la place, s'il vous plaît, dans l'échiquier. Et de laisser la place à l'Union africaine et aux Nations Unies et à la France de reprendre le relais. Nous ne voulons pas du Tchad en République centrafricaine. Mais pourquoi vous en faites... Monsieur Déby. Oui, alors Monsieur Déby, pourquoi vous en faites vraiment, je vous pose clairement la question, Nelson Tadjer, pourquoi vous en faites clairement une affaire? Est-ce que d'abord c'est une affaire personnelle de la question de Déby, du président? Non, mais parce que tout simplement, si vous êtes d'accord avec moi, en 2003, c'est Déby qui a cautionné le renversement de l'ancien président Patassé. Encore, le 24 mars dernier, la personne qui a réellement fait le coup d'État à Bangui le 24 mars dernier, ce n'est pas la Séléka, c'est le Tchad. Mais le Tchad, vous ne pouvez pas ignorer qu'il a joué un rôle décisif dans ce sommet qui a été provoqué. Non. Moi, Pour quelle raison? Non, parce que tout simplement, Déby veut montrer aux yeux de la communauté internationale lui, il est les mains propres, mais alors qu'il a les sangs des innocents centrafricains entre ses mains. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas du Tchad, et nous ne voulons pas des armées tchadiennes et de l'armée soudanaise en République centrafricaine. Nous n'avons pas besoin d'eux. Alors je vais être un peu provocateur. Alors je vais être un peu provocateur, Nelson Tadjer. Qui se retire? Je vais être un peu provocateur. Monsieur, qui se retire et qui nous laisse, nous Centrafricains, décider de l'avenir de notre pays. Mais nous n'avons pas besoin du Tchad. On est d'accord avec vous, je suis d'accord. Mais en même temps, dans l'échiquier politique, le Tchad, il n'est pas arrivé comme ça, le Tchad. Il a une histoire avec la Centrafrique. Vous êtes d'accord? Donc vous pouvez lui reconnaître aujourd'hui, d'accord, ce rôle fondamental pour la construction et faire régner l'ordre en Centrafrique. Oui ou non? Non, je ne le reconnais pas. C'est tout simplement Déby, ce qui l'intéresse en République centrafricaine, c'est le pétrole centrafricain, c'est le diamant centrafricain, c'est l'uranium, l'or et toute la richesse centrafricaine qui revient aux Centrafricains. C'est ça que M. Déby veut à tout prix mettre main sur la Centrafrique. Et c'est ce que vous dénoncez? Oui, c'est ça.
Vous dénoncez ce qui, Oui, ce qui se trame en filigrane entre Djodja, Déby et M. Macky Sall. Alors, est-ce que vous pensez, justement, voilà, c'est un peu chaud là, cette interview, cet entretien, mais en même temps, mettons les pieds dans le plat. Nelson Tadjer, vous avez écrit au président du Bénin, vous avez écrit au président du Gabon. Je crois que vous allez être reçu prochainement là auprès du président des autorités gabonaises. On est d'accord? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Tout simplement. Vous allez leur demander quoi? Non, tout simplement demander l'intervention du président Bongo. Demander l'intervention du président Boniali. Vous pensez qu'il en a le pouvoir? Ils ont le pouvoir. Demander l'intervention du président de la Guinée équatoriale à faire pression sur le Tchad, sur les éléments soudanais, sur les éléments tchadiens de se retirer de Centrafrique. Et de mettre la pression sur Djodja de se retirer. Le mal centrafricain aujourd'hui est Déby et le mal centrafricain aujourd'hui est Djodja avec la Seleka et les Soudanais et les forces tchadiennes. C'est pour demander aux autorités compétentes pour qu'ils puissent user de leur force et de leur pression. Et vous pensez vraiment, vous avez le sentiment, vous, Nelson Tadjer, qui êtes le président des forces révolutionnaires pour la démocratie, que le président gabonais, aujourd'hui, peut régler, d'accord, la situation centrafricaine? Oui. Sous quelle forme? Je le pense parce qu'en fait, c'est son père, d'abord, de son vivant, qui maîtrisait bien le dossier centrafricain. Ils ont eu, à plusieurs reprises, essayer de redresser et d'amener la paix en République centrafricaine. Moi, si Djodja acceptait d'écouter ses chefs d'État aussi, ça sera mieux. Mais pour le moment de la situation actuelle, c'est Déby qui est le président de la République centrafricaine en ce moment à Bangui. Ce n'est pas Djodja. Djodja est que seulement qu'un pantin et qu'un guignol au jeu de M. Déby. À tout moment aussi, aujourd'hui, Djodja refuse de jouer le jeu de Déby. Déby va maintenant chercher un autre guignol pour venir mettre au pouvoir. Je vois que vous insistez sur... Lors de ce sommet extraordinaire, d'accord, convoqué par le chef d'État tchadien, Déby, président à l'exercice donc de la CCEAC, les participants ont également exigé du régime de transition à Bangui la mise sur pied d'un calendrier précis sur l'organisation d'élections générales dans un délai de 18 mois. Je veux dire, quand même, ils ont exigé des choses, quand même. Vous êtes d'accord ou pas? Certes, je suis d'accord, mais les 18 mois, écoutez, cette transition qui a été mise en place, soi-disant, devant la communauté internationale, c'est une transition d'union nationale. Moi, je dis que c'est une transition purement ethnique. Mais ethnique, attendez. Monsieur Ntadjer, vous pouvez pas... Il y a parce que moi, écoutez monsieur, regardez, s'il vous plaît, il y a une réalité. Cette transition en place ne représente pas tous les Centrafricains, s'il vous plaît. Mais en même temps, les chefs de l'État et les gouvernements exigent le déploiement de la MISCA sur tout le territoire centrafricain et lui demandent de procéder au désarmement, à l'éloignement sans délai, volontaire ou forcé de tous les éléments armés étrangers du territoire de la République centrafricaine. Non, il y a quand même des décisions qui ont été prises, Nelson Tadjer. Monsieur, vous et moi, nous sommes à l'étranger. Vous ne connaissez pas réellement le quotidien des Centrafricains à Bangui. Un petit peu. Non, vous ne connaissez pas réellement le quotidien des Centrafricains à Bangui. Ce que les Centrafricains vivent dans le quartier, dans les arrondissements, dans les provinces. Vous avez raison. Ils sont violés tous les jours, tués tous les jours par les forces tchadiennes, par les forces soudanaises, avec la complicité de M. Déby. Alors, parlons-en. Regardez, dans votre courrier, vous parlez d'un certain nombre de choses. Vous interpellez le président gabonais, vous interpellez le président guinéen et béninois. Alors, justement, vous dites, vous voulez instaurer une démocratie réelle et apaisée dans notre pays. C'est ce que vous dites dans votre courrier. Vous adressez à tous les présidents, y compris François Hollande d'ailleurs. Première question, monsieur Ntadjer. Est-ce qu'il y a eu une suite de ce courrier envoyé à tous ces présidents? Oui, j'ai eu une suite favorable. Ou lequel? Du président Hollande. Du ministre Fabius, du Premier ministre Hérault et d'autres encore. Guinée, Gabon? Oui. Et Bénin? Oui, tout à fait. Aussi? Oui. Alors vous dites, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs. Et la Côte d'Ivoire aussi. Et la Côte d'Ivoire aussi. Vous dites, les forces révolutionnaires que vous présidez pour la démocratie, que vous dirigez donc, d'accord, se posent en alternative crédible pour créer des conditions de vie meilleures et favorables à l'épanouissement des populations de notre pays. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question. Quand je veux dire, là, en ce moment, et pardonnez-moi cette rivalité, c'est la boucherie en ce moment en Centrafrique. Mais monsieur, vous arrivez en disant, dans ce courrier, vous voulez installer, créer des conditions meilleures. Oui.
Mais avec quels moyens? D'abord, avec quels moyens financiers et quels moyens humains, Nelson Tadjer? Écoutez, ce que moi je sais que la jeunesse centrafricaine et le peuple centrafricain est derrière moi. Je ne fais pas la politique du ventre. Je ne fais pas la politique pour avoir quelque chose ou de l'argent. Je ne fais pas la politique de l'autruche. Vous pouvez me dire, depuis le 24 mars jusqu'à ce jour, d'autres Dia peut me dire et dire aux yeux de la communauté internationale où est-ce qu'il a trouvé cet argent pour aller payer une grande villa en Arabie Saoudite, pour payer une villa à sa femme au Bénin, pour payer une villa au Soudan, et peut nous dire où est-ce qu'il a trouvé cette sous. Et M. Tchangaï peut nous dire où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour venir payer une deuxième villa ici en France. M. Gendé, pareillement. M. Gazambeti, qui a aussi volé dans la caisse de l'État pour venir acheter un appartement ici en France. Mais en même temps, ils peuvent dire au peuple centrafricain où est-ce qu'ils ont trouvé. Oui. Vous en avez la preuve? J'ai la preuve, monsieur. Je veux dire, on fait de la télé quand même, et vous en avez la preuve que tout ce que vous avancez là? J'ai la preuve, monsieur journaliste, j'ai la preuve que en ce moment, c'est les mêmes histoires à l'époque que chacun vient se servir sur le dos du peuple centrafricain. C'est ça qui est en train de se répéter en ce moment avec cette... On arrive bientôt au terme de cet entretien dans Ça fait débat. Monsieur Nelson Tadjer, dites-moi, vous avez clairement l'intention de vous présenter aux futures élections législatives et présidentielles. Pourquoi faire? Pour faire régner quoi au juste et avec quel projet? En quelques mots, s'il vous plaît. Pour redresser le pays, reformer l'éducation, la santé et reformer les infrastructures de la République centrafricaine. Redonner maintenant un nouveau espoir, un nouveau élan à la jeunesse centrafricaine, parce que nous voulons aussi montrer à ces vieux crocodiles avec des dents jaunâtres que nous, jeunesse, nous sommes aussi capables de diriger ce pays. Nous, jeunesse, nous avons été à l'école, nous avons étudié comme tout le monde. Nous aussi, nous avons des capacités à redresser ce pays, à condition que si la communauté internationale donne et fait confiance un peu à la jeunesse, nous allons montrer de quoi nous sommes capables envers la situation actuelle que vit la République centrafricaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, on va passer aux 5 questions en 10 secondes. Tout le monde y passe, personne n'y échappe, y compris vous. C'est parti. Nelson Tadjer, en un mot. C'est pas une phrase, c'est en un mot. Attention, que représente pour vous l'Afrique? L'Afrique représente tout pour moi. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, quelle priorité? En un mot, Nelson Tadjer. La Centrafrique. Et le Gabon et la Côte d'Ivoire. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous, en un mot? France-Afrique évoque l'union entre la France et l'Afrique par rapport aux liens qui nous a unis à l'époque par les liens coloniaux. Et donc ça... Un mot. Ça ressemble beaucoup pour moi. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois? Démocratie. Démocratie, c'est possible. Oui. Un dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent? Tout simplement, je demande à la jeunesse centrafricaine de se lever, tous ensemble, pour que nous, main dans la main, nous rélevons et relever le défi en face de ce criminel qui est M. Michel Djodia. Je vous remercie. La patrouille est morte, nous vaincrons. Eh bien, dis donc, vous y allez fort, vous. En tout cas, non, mais c'est pour ces raisons-là aussi qui m'ont poussé à vous inviter. Je voulais y comprendre un peu plus. Chose faite, vous êtes le président du FRD, Force révolutionnaire pour la démocratie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On suivra l'actualité ici même dans Ça fait débat. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant. N'hésitez pas à commenter notamment sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. N'hésitez pas à réagir et à commenter. Le débat continue bien sûr sur la page Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.